Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Un chiffre extraordinaire, 38 ans de magistère pour le président Paul Biya. Ce soir, arrêt sur ce jour historique où tout a commencé. Évocation du 4 novembre 1982. C'est dès l'entame de ce journal. Un chiffre qui l'installe à la tête de l'Association des communes et villes du Cameroun. 198 voix pour Augustin Tamba, élu au terme de l'Assemblée générale élective d'hier mardi. Nous revivons l'élection dans ce 20h30. Un chiffre espéré ce soir pour chacun des deux candidats à la présidentielle américaine. Un minimum de 278 voix, le sésame pour la Maison-Blanche. Mais ce soir, le suspense reste entier entre Joe Biden et Donald Trump. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. C'était un 4 novembre comme celui-ci, en cette année de grâce 1982. Il y a donc 38 ans exactement, le Cameroun vivait dans la paix une transition politique qui a mené au pouvoir son Excellence Paul Biya, le deuxième président de la République du Cameroun après Amadou Ahidjo. Un jour inoubliable pour bon nombre de Camerounais. Ils ont vécu ces moments inédits de l'histoire du Cameroun, écartelés entre crainte et espoir. L'évocation de Yves-Marc Mozo. Son parcours académique et son cheminement professionnel l'ont prédestiné à assumer de hautes charges, en même temps qu'ils lui ont donné une vive conscience du rôle qu'il devait être appelé à jouer dans l'histoire du Cameroun. Le ministre de l'Information et de la Culture de l'époque, le professeur Guillaume Gouelé, et le directeur de la radiodiffusion de l'époque, Alexandre Koukou-Amessé, avaient été appelés à la présidence pour un message extrêmement important. Et d'ailleurs, autour de 20h moins le quart, 20h moins 10, les deux vont faire leur entrée solennelle, le ministre précédé du directeur de la radio et le ministre, mettant fin à tout suspense, va annoncer: Messieurs, le président Ahidjo a décidé de démissionner. C'est donc sans appréhension aucune qu'il accepte volontiers de répondre favorablement à l'appel un certain 4 novembre 1982, lorsque le destin décide d'illuminer de façon singulière sa trajectoire politique. C'est la première fois qu'un tel événement arrivait dans le pays. Et l'ancien président, le président Ahidjo, avait souhaité que nous puissions accorder à l'événement tout le retentissement souhaitable. Offrir à 49 ans sa jeunesse, sa vie au service de ses compatriotes est un choix entier qu'il assume pleinement. Mais n'empêche que tout autour et dans les chaumières, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. Je le connaissais de réputation comme Premier ministre. On parlait beaucoup de sa discrétion, on soulignait son intégrité, on soulignait le fait qu'il n'était pas politiquement marqué. Quand cette dévolution de pouvoir intervient, les gens sont plus portés hommage au président sortant qu'à saluer le président entrant. C'est le fait de la peur. Et tout cela ne va véritablement changer que le 6 novembre. Le président Biya a pris donc ses fonctions. Je crois que lui-même, il se préparait déjà à l'événement. À partir du moment où, en 1979, la Constitution a été modifiée et un texte prévoyait que désormais le Premier ministre était le successeur constitutionnel du président de la République en cas de démission de celui-ci.
Dès lors, c'est une vie trépidante en tout point qui va s'ouvrir pour lui et pour le Cameroun tout entier, dont l'histoire moderne se confond désormais à la sienne. Le discours d'investiture du président Paul Biya, où déjà, non, certes en rendant l'hommage que méritait le président sortant, donc son prédécesseur, qu'il décrit comme un géant de l'histoire, mais il marque déjà sa différence. Il dit par exemple, j'entends appliquer un non-alignement, mais un non-alignement authentique. J'entends poursuivre dans la coopération, mais une coopération rénovée. Et déjà, il souligne qu'avec les temps difficiles que nous connaissons, la rigueur est devenue un impératif catégorique. En tout cas, je cite l'esprit. Il ne s'agit pas de paraphraser le discours, mais c'était dans l'esprit du discours présidentiel. Depuis cette date du 4 novembre 1982, se sont succédés 38 années de joie, de crise, de défis, mais aussi et surtout la promesse et la garantie d'un mieux-être que le peuple camerounais, dans son immense majorité, lui renouvelle sans discontinuer tous les 7 ans. Le récit des 5 et 6 novembre 1982, ce sera dans nos prochaines éditions avec naturellement le clou le 6 novembre, célébré à travers les régions du pays, le jour de l'accession à la magistrature suprême du président de la République, son Excellence Paul Biya. Dans l'actualité également immédiate, le directeur de cabinet des services du Premier ministre chef du gouvernement, Balungeli Confiance Ebouné, annonce que sur très hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya, le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph Dion Ngouté, représentera le chef de l'État aux obsèques officielles organisées en hommage aux élèves assassinés le 24 octobre 2020 à Mode Francisca International Academy Fiango dans la ville de Kumba. Cette cérémonie se tient demain jeudi 5 novembre à Kumba, département de la même région du Sud-Ouest. Kumba, qui se prépare donc à enterrer ses morts demain jeudi. Le Premier ministre chef du gouvernement vient d'arriver ce soir à Boya, le chef-lieu de la région du Sud-Ouest. Nous tentons immédiatement de joindre là-bas notre envoyé spécial, Laurentine Bokono, est dans la suite du Premier ministre chef du gouvernement. Pont sur le Mungo, un haut lieu de ralliement dans l'histoire. Cet après-midi du mercredi 4 novembre 2020, il est 16h30 lorsque le Premier ministre chef du gouvernement et l'importante délégation qui l'accompagne sont accueillis par le gouverneur de la région, Bernard Okalia Bilay, et son état-major. Le Premier ministre est en route pour Kumba, département de la Mémé, où il représente le chef de l'État Paul Biya aux obsèques officielles organisées en hommage aux élèves assassinés le 24 novembre 2020 à Mode Francisca International Academy, située au quartier Fiango, dans la ville de Kumba. Cette autre marque de compassion de la République survient quelques jours seulement après le deuil national observé le 31 octobre et le beau geste du couple présidentiel aux familles endeuillées pour l'organisation des obsèques dignes aux élèves assassinés. C'est un autre marqueur d'importance dans la gestion de cette crise au regard de l'importante délégation qui accompagne le Premier ministre chef du gouvernement. Elle est composée de 6 membres du gouvernement. Il s'agit des ministres de l'administration territoriale, de la santé publique, de l'éducation de base, des enseignements secondaires, de la femme et de la famille et des affaires sociales. Et pour rester dans cette région du Sud-Ouest et même surtout dans celle du Nord-Ouest voisine, je vous donne lecture de ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement de la République qui porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que des attaques ont été perpétrées par des rebelles sécessionnistes les 3 et 4 novembre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, respectivement dans les villes de Bamenda, Kumbo et Limbe. À Bamenda, dans le département de la Mézam, au quartier Mankon, 4 terroristes à bord de motocyclettes, porteurs de fusils de guerre de type AK-47, ont fait irruption dans l'établissement privé d'enseignement secondaire dénommé Longla Comprehensive College aux environs de 9 heures. Les hors-la-loi ont ouvert le feu en direction des locaux de l'établissement avant de s'enfuir à la vue d'une patrouille de l'opération Bamenda Clean, alertée promptement des sécessionnistes, mais les forces de défense et de sécurité, en synergie avec les populations de Kumbo, sont à pied d'œuvre en vue de leur libération.
Par ailleurs, ce 4 novembre 2020, dans la ville de Limbe, chef-lieu du département du Fako, région du Sud-Ouest, près d'une dizaine d'individus non identifiés, munis d'armes blanches et arborant des amulettes, ont fait irruption dans l'enceinte de l'établissement dénommé Koulou Memorial College aux environs de 12 heures. Après avoir fait subir des violences corporelles aux élèves et aux enseignants, les assaillants ont saccagé les locaux et incendié une bonne partie de l'établissement. Il y a lieu de relever qu'au-delà du grand témoin suscité, il n'y a aucune perte en vie humaine ni aucun cas de blessure. Le gouvernement de la République condamne une fois de plus avec fermeté tous ces actes odieux et lâches commis contre de jeunes apprenants et leurs formateurs dans le but de dissuader les parents d'envoyer leurs enfants à l'école et de créer la psychose au sein de la communauté éducative. Le ministre de la Communication transmet à toute la communauté éducative en général et particulièrement aux élèves, enseignants et parents victimes des attaques terroristes dans les établissements scolaires des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest le soutien constant du président de la République, son Excellence Paul Biya, ainsi que celui de l'ensemble du gouvernement tout entière. Ce communiqué est signé ce 4 novembre 2020 par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. La fumée blanche plutôt, c'était à près de 3 heures ce matin au Palais des Congrès de Yaoundé et ce sera Augustin Tamba, le maire de Yaoundé 7e, désormais président des communes et villes unies du Cameroun. Et c'était l'issue de l'Assemblée générale élective de l'Association des communes et villes unies du Cameroun au terme d'un scrutin âprement disputé. Son adversaire Aboubakar Abo a perdu d'une courte tête, il faut le préciser. Éric Benjamin Lamère présente ici le nouvel exécutif qui va impulser la gouvernance locale au Cameroun. Le suspense jusqu'au bout de la nuit. C'est pratiquement au petit matin qu'Augustin Tamba est venu à bout de son challenger Aboubakar Abo pour le contrôle de l'association Communes et Villes Unies du Cameroun. 198 voix pour le maire de Yaoundé 7e contre 165 pour son homologue de Bellel. 33 petites voix de différence qui témoignent de l'âpreté de la compétition électorale. Augustin Tamba, qui succède ainsi à Émile Andé à la tête de cette importante institution, a plutôt eu le triomphe modeste. Pour lui, c'est l'association qui a triomphé dans cette élection. Nous avons un message de rassemblement. C'est la victoire des CVUC. Ce n'est pas la victoire de M. Tamba, maire de Yaoundé 7e et son équipe. J'ai beaucoup de considération pour l'équipe qui était en face, qui est pleine de valeurs. D'ailleurs, je dois rencontrer M. Abo, qui est un homme de qualité. Comme à l'ouverture des travaux, c'est le ministre de la Décentralisation qui a clôturé cette Assemblée générale élective de l'Association Communes et Villes Unies du Cameroun, qui s'est renouvelée à plus de 60% après le scrutin du 9 février dernier. Et la paix indispensable à ce développement local. Le coordonnateur national du Centre de démobilisation, de désarmement et de réintégration annonce la construction prochaine d'un nouveau centre d'accueil des ex-combattants. Ce sera à Mémé, dans le Mayo-Sava, dans la région de l'extrême nord. Fayengo Francis, en visite là-bas, a d'ailleurs confirmé qu'une enveloppe d'1 milliard est déjà disponible pour ces travaux. Retrouvons sur le site de Mora notre correspondant Alexis Guidjartois. Le centre de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants de Boko Haram à l'extrême nord sera implanté à Mémé dans le Mayo-Sava sur quelques 15 hectares. Nous sommes contents parce que ce ne sont plus des combattants. Ils sont chez eux. C'est les Camerounais qui étaient mal orientés. Ils sont revenus. On doit les accueillir. Pour la bonne exécution du projet, les principaux responsables se devaient d'échanger avec les différents partenaires sur le terrain et ex-combattants casés à Mora et à Mémé. Au terme de la visite, c'est la satisfaction. Je voudrais vous annoncer que son Excellence, M. Paul Biya, président de la République, a donné son accord express pour qu'on construise ce centre à partir de janvier. C'est un centre qui, à la fin des travaux, peut prendre 1000 enfants.
Puis sa création, le centre a encadré quelques 260 ex-combattants de Boko Haram et l'équipe est venue à leur rencontre avec les mains chargées de cadeaux. Ouvrons le dossier de la rédaction pour questionner ce soir un état de fait, un non-dit qui gouverne de nombreux secteurs d'activité au Cameroun. On l'a joliment baptisé la tolérance administrative, sorte de loi non écrite qui, au départ, devait aider ces acteurs à se mettre rapidement en règle avec la législation. Mais très souvent, ces promoteurs des radios-télévisions privées, des sociétés de gardiennage ou d'autres entreprises s'installent durablement dans l'illégalité autorisée. État des lieux, Oswald Modon. Le spot ne croit pas si bien le dire. C'est sur la bande passante que les embouteillages ont élu domicile. Et voilà des années que ça dure. Des chaînes de radio, il y en a presque à toutes les fréquences. Comme si c'était la chose du monde la mieux partagée. Que non. Nombre de promoteurs s'aventurent dans ces secteurs profitant des fréquences qui sont libres. Et ça creuse sur une fréquence libre et bouf, il commence à fonctionner. C'est là l'un des effets immédiats de la tolérance administrative. Ce n'est pas cadré par une loi, ce n'est pas une obligation, c'est juste de la clémence de l'administration. Bon, disons qu'on peut dire le laisser-faire de l'administration. Au nom de cette même tolérance administrative, les églises ont le vent en poupe. La foi est plus que jamais visible dans toutes les rues. Une congrégation religieuse est assujettie à une autorisation délivrée par le ministère en charge de l'administration territoriale. Les sociétés de gardiennage, effectivement, sont assujetties à une autorisation délivrée par le ministère en charge de l'administration territoriale après avis donné par la présidente. Vous avez dit toilettes publiques gratuites dans les agences de voyage à d'autres. Une fois, j'ai demandé à quelqu'un qui tenait, bref, le responsable de la propreté de cette toilette. Et il m'a fait savoir que l'argent qu'on payait, ce n'était pas destiné aux agences, mais à l'entretien plutôt de cette toilette-là. La mise à l'écart de cette loi non écrite, c'est ce que beaucoup préconisent pour un retour à l'orthodoxie, dans ce cafouillage où chacun en fait presque à sa tête. Pourtant, les lois de la République sont votées pour être respectées. Par ailleurs, la modernité vers laquelle vogue le Cameroun suppose le respect des normes édictées pour imposer un minimum d'ordre et de discipline au sein de la société. Sinon, ce sera l'anomie et le chaos. Un impératif pour le salut collectif. Rodrigue Bertrand-Tchéno. Les concepts de normes et de règlements renvoient aux règles qui régissent l'action des individus à l'intérieur des sociétés. Ils ont pris une importance singulière dans les sociétés dites modernes, ces formes de collectivité marquées par l'industrialisation, l'urbanisation ou encore la rationalisation technico-scientifique. Normes et règlements y sont d'une impérieuse nécessité. En éliminant les conflits, ils assurent la cohésion sociale avec quelques précautions toutefois. Les tenants de pouvoir fixent, n'est-ce pas, les canevas, dressent les garde-fous pour que tout contrevenant à ces normes-là connaisse une punition. Alors, on doit éduquer l'homme à respecter les normes pour que demain, c'est d'aujourd'hui, c'est des hommes d'aujourd'hui qui ont accepté, donné, faire ces normes-là, puisse avoir une société meilleure demain. Normes et règlements font donc partie de l'ADN des sociétés. Tout à fait autre chose dans le journal, une synergie nationale pour combattre la cybercriminalité est en construction au forum ouvert hier à Yaoundé. Les travaux sont présidés par Madame le ministre des Postes et Télécommunications. Les enjeux de la rencontre avec Irène Ndjanafouda. Le Cameroun est plus que jamais déterminé à serrer la ceinture de sécurité pour alléger le poids des menaces qui planent sur le cyberespace. Aujourd'hui, c'est inévitable. La cybersécurité s'avère être un pas essentiel qu'il faut franchir pour réellement réussir la transition digitale et avoir une économie numérique dans notre pays. Les experts en la matière sont mis à contribution pour asseoir les bases d'une politique visant à réduire la cybercriminalité à sa plus simple expression. Chacun doit y mettre du sien. Vraiment, c'est un travail de longue haleine et il faut rester vigilant.
il faut aussi faire un travail d'anticipation. Cette autre mobilisation autour des idéaux de la cybersécurité poursuit les mêmes objectifs que la campagne en cours afin de tirer sur la corde de la sensibilisation à l'utilisation responsable des réseaux sociaux au Cameroun. Des questions de santé et de sécurité étaient seulement centre des travaux du comité de concertation et du suivi du dialogue social. La plateforme d'échange entre le gouvernement et les partenaires sociaux avance sous l'impulsion du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Nous faisons le point de cette discussion avec Alvin Gisèle Zé. Malgré le contexte de la pandémie du Covid-19, le programme des activités menées par le comité de concertation et de suivi du dialogue social est respecté. 37 préavis de grève et mouvements d'humeur ont été désamorcés, 15 nouveaux syndicats créés et plus d'une quinzaine d'agréments accordés en médecine du travail. Reste à faire davantage dans les domaines de la santé et la sécurité des agents publics en milieu professionnel. Les relations entre les syndicats et les pouvoirs publics, il faut retenir que c'est tendu. Parce que ce qui est écrit, ce n'est pas ça qui est appliqué. Rien ne se construit avec la diatribe, l'invective et la polémique inutile. D'ici la fin de l'année 2020, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale entend intensifier les visites d'inspection dans les entreprises, poursuivre les actions avec la contribution des partenaires sociaux pour la promotion, le respect des principes et droits fondamentaux du travail. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Les dernières informations ce soir sur le front de la lutte collective contre la pandémie du Covid-19. Les experts persistent et signent. Le virus est bien transmissible pendant l'acte sexuel, mais non pas par voie sexuelle. Nous allons retrouver immédiatement notre correspondant sur place au centre de Messa, Évariste Eyenga, et en compagnie du professeur Robinson Bou au centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir messieurs, expliquez-nous donc encore cette transmission du Covid-19 pendant l'acte sexuel. Bonsoir Adèle, et c'est bien pour insister, pour persister que nous revenons à ce sujet qui a été demandé par plusieurs téléspectateurs. Cette transmission est bien possible pendant l'acte sexuel et non par voie sexuelle. Vous avez bien fait de le préciser, le professeur Mbouela. Ce qui fait problème, c'est le fait que les partenaires soient rapprochés au moment de cet acte sexuel, et donc il y a possibilité d'échange des sécrétions buccales, sécrétions respiratoires également, les postillons, et donc possibilité de pouvoir passer le virus du partenaire sain à celui qui est porteur asymptomatique. Le professeur Mbou est notre invité ce soir. Professeur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Vous êtes directeur de la santé familiale, ministère de la santé publique et gynécologue. Alors, si l'un des partenaires est porteur asymptomatique du Covid-19, quelle attitude, quelles précautions faut-il prendre pendant l'acte sexuel? D'habitude, quand un partenaire est infecté, l'abstinence est la voie très spéciale et acceptée. Mais je vais dire ici que le virus, comme nous connaissons la physiologie des virus, il y a la réplication normale dans le tissu humain, dans les cellules humaines aussi. Donc un virus peut se répliquer et se trouve n'importe où dans le corps humain. Raison pour laquelle on peut trouver des virus dans les sécrétions humaines. Raison pour laquelle on a trouvé ces virus de Covid dans les sécrétions spermatiques. Mais ça ne dit pas que la transmission est par voie sexuelle. Donc la Covid n'est pas une pathologie sexuellement transmissible. Mais on peut trouver quelques éléments, quelques rares cellules liées au Covid-19 dans les sécrétions spermatiques, qui est juste un trouvaille qu'on dit, un trouvaille qu'on trouve pendant la recherche.
On comprend bien, professeur, qu'il ne s'agit là que des situations où l'un des partenaires est asymptomatique. Même si le partenaire asymptomatique est infecté, nous avons dit ici en plusieurs reprises qu'il est normal d'être abstinente. Pendant la courte période de 2 semaines, 3 semaines, ce n'est pas grand-chose pour que quelqu'un peut risquer sa vie pour faire l'amour dans les conditions de Covid. D'accord. Merci à vous, professeur. On l'a retenu, abstinence donc pendant la période des 14 jours, pendant la quatorzaine, pendant la quarantaine. Il faut de l'abstinence pour éviter le plus de contacts possible et donc de multiplier les possibilités de transmission pendant l'acte sexuel. À vous le plateau. Merci Évariste, dites merci au professeur Mbou. Et c'est bien entendu, on ne risquera pas la vie pour un acte sexuel de passage simplement. Pour la santé encore, nous allons à l'hôpital Jean-Maud de Yaoundé, désormais doté d'un fibroscope bronchique. L'appareil utile au diagnostic des maladies respiratoires est un don du laboratoire allemand Denk Pharma. La gratitude et les précisions du directeur de l'hôpital sur les spécificités de cet équipement, c'est avec Laetitia Onana. Pour une meilleure exploration de l'appareil respiratoire, la radiographie du thorax seule ne suffit pas. Il est de bon ton d'avoir un appareil qui nous permette d'aller à l'intérieur des poumons, à travers les bronches, pour observer tout obstacle ou toute pathologie qui pourrait se développer en interne. Et ça sera un plus parce que cet appareil permettra de former convenablement les apprenants qui nous sont envoyés par les différentes facultés de médecine. La communauté Banjoun de Yaoundé exprimait hier mardi ici à Yaoundé sa gratitude au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, suite à l'élection en août dernier de Maurice Kenge Kamga au poste de juge au tribunal international du droit de la mer. C'est à Hambourg, en Allemagne. Piochéri Até raconte la cérémonie. À travers cette élection, son Excellence Maurice Kenge Kamga devient le tout premier Africain à occuper le poste de juge au tribunal international du droit de la mer. Un acte rendu possible grâce au soutien du chef de l'État, Paul Biya. Le président de la République a décidé que cette candidature soit préparée et soutenue par le réseau diplomatique camerounais. C'est ce qui s'est passé. La diplomatie camerounaise avait réussi à obtenir l'endossement de l'Union africaine. La cérémonie de remerciement à la résidence de l'honorable Albert Kounché, chef de la communauté Bandoun, a drainé du beau monde. Question de célébrer la diplomatie gagnante et de donner l'onction nécessaire à l'élu pour la conduite de son mandat. C'est avant tout pour dire merci à Monsieur le Président de la République et nous prenons l'engagement de le soutenir pour tous les efforts qu'il mène pour le développement, pour la paix dans ce pays. Son Excellence Maurice Kenge Kamga est élu pour un mandat de 9 ans. Le troisième épisode du feuilleton de la semaine sur les richesses culinaires de nos terroirs, un élément précieux de notre patrimoine culturel, il faut le dire. Mais comment donc transmettre cet art parfois millénaire aux jeunes générations? Notre reporter Elvire Angeline Ebalé est allée vivre l'expérience de la transmission dans un restaurant école ici à Yaoundé. Le héros, c'est les crevettes. Comme tu as ajouté, là, ça va rendre le héros bien sucré. Initiation à l'art culinaire camerounais. Christelle est à l'école des secrets de la cuisson d'un bon plat de héros. Une transmission intergénérationnelle pour pérenniser le patrimoine gastronomique. C'est important de connaître les mets traditionnels du Cameroun. C'est important pour nous pour consommer la nourriture de chez nous. Du pum au ndolé en passant par la sauce jaune. Les techniques de préparation des mets locaux doivent se maîtriser sur le bout des doigts. Nous voulons conserver notre culture camerounaise. On doit les transmettre à nos enfants pour que ces cultures-là, ces repas, ces mets ne meurent pas. Leur donner le secret de nos menus camerounais. Une transmission des connaissances gastronomiques dès le bas âge aussi. Il est important de faire connaître ces mets à nos enfants parce que c'est leur culture. Diversité culinaire tout aussi riche qu'impressionnante. Des atouts pour la jeune génération à valoriser le patrimoine culinaire camerounais.
Allons à Brazzaville où l'édition 2020 du Forum des universités et des grandes écoles professionnelles d'Afrique centrale se tient bientôt. L'information est du président exécutif du Forum, Armand-Claude Abanda, qui est en visite de travail dans la capitale congolaise. Michel Renaud-Anja raconte. La formation délocalisée de certaines promotions d'étudiants de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé et de l'École supérieure des sciences commerciales de l'Université de Douala au campus de l'IFTIP-SUP est le fruit du partenariat entre les universités camerounaises. La cérémonie d'accueil des étudiants de ces deux établissements à l'IFTIP-SUP a donné l'occasion à Armand-Claude Abanda, le PCA de l'IFTIP-SUP, de saluer ce partenariat. Nous allons mettre en œuvre ce partenariat-là. Ces jeunes qui rentreront dans le cadre du partenariat que Polytechnique a avec l'IFTIP-SUP sous l'égide de l'Université de Yaoundé. Les jeunes qui ont bravé le concours d'accès à l'IFTIP-SUP et SEC, nous les rassurons de ce qu'ils sont des étudiants de l'ESSEC à l'IFTIP-SUP. Autre articulation, la remise des diplômes aux étudiants des promotions 2017 issus des filières télécommunications et réseaux, ainsi que ceux des filières comptabilité et finances. Cette rentrée académique marque une nouvelle ère pour l'IFTIP-SUP. Dans ce domaine des savoirs, le colonel Didier Badjek est désormais titulaire d'un doctorat PhD en sciences politiques. C'est après la soutenance de sa thèse intitulée « Une architecture de paix et de sécurité en Afrique face aux menaces asymétriques ». Le jury, présidé par le professeur Joseph Vincent Ntouda Ebodé, a décerné une mention honorable à ce travail. Reportage à l'Université de Yaoundé 2, Étienne Pascal Azegue. Face à la menace terroriste de plus en plus pressante en Afrique, le colonel Didier Badjek propose une architecture de paix et de sécurité qui va au-delà du maintien de la paix. Ce que j'ai essayé de démontrer, c'était de s'ancrer dans le parcours historique des armées africaines et les exposer face aux menaces, la difficulté, la fluidité de la menace actuelle et de faire des propositions qui sont d'ordre stratégique, politique et tactique. C'est le thème central de la thèse soutenue publiquement par l'ancien responsable de la communication au ministère de la Défense. Devant le jury constitué d'éminents enseignants de sciences politiques et de géostratégie à l'Université de Yaoundé 2. Pour qu'on ait une armée efficace, il faut également qu'on ait une pensée efficace. La thèse pense qu'il faut une Afrique de la défense. Après 34 ans de service dans les forces armées camerounaises, le colonel à la retraite Didier Badjek reçoit un nouveau grade, celui de docteur en sciences politiques. Dans la suite du journal, ce télégramme officiel du président de la République, son Excellence Paul Biya, adressé à son Excellence Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie à Moscou. Le président Paul Biya écrit « Monsieur le Président, il me plaît de vous adresser au moment où votre pays commémore ce 4 novembre la fête nationale de l'unité de la Fédération de Russie, mes vives et chaleureuses félicitations. J'y joins mes vœux de santé et de bonheur pour la nation russe. J'émets le vœu en cette solennelle circonstance et grâce à notre commune volonté de voir les excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays se consolider et se redéployer toujours davantage. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances renouvelées de ma très haute considération. La Fondation Orange auprès des populations sinistrées de Ngouaché, c'est dans l'arrondissement de Bafoussam, 3e région de l'Ouest. C'est à travers un don d'un centre de santé intégré et d'un forage. Christelle Kémonier de CRTV Ouest raconte la cérémonie de pose de la première pierre de ces deux ouvrages. La Fondation Orange Cameroun, dans son élan humanitaire, imprime sa marque en faveur des sinistrés de Ngouache. À l'occasion du premier anniversaire de ce drame, l'entreprise a procédé à la pose de la première pierre du centre de santé et du forage. Nous avons posé aujourd'hui la première pierre, la construction d'un centre de santé intégré et d'un forage qui permettra à ces populations recasées à avoir accès aux meilleurs soins.
Ce projet, estimé à environ 41 millions de francs CFA, s'ajoute au projet déjà réalisé dans la région de l'Ouest par la Fondation Orange. Nous avons déjà construit un village Orange. Nous avons aussi créé 2 maisons digitales. Nous avons 3 écoles numériques. Il s'agit ici de donner accès aux élèves des écoles publiques au contenu éducatif numérique. L'autorité administrative présente a loué cette constance de la Fondation Orange Cameroun aux côtés du gouvernement pour des actions d'accompagnement concrètes et pérennes. Notre remerciement envers cette société que nous connaissons étant une entreprise citoyenne pour cette solidarité envers les victimes de Ngouaché. Les sinistrés, pour leur part, ne cachent pas leur joie. Avec ce centre que Orange Cameroun est en train de nous offrir, franchement, ça va faire en sorte que chaque Bamougoum soit dans sa peau. Ça va beaucoup nous aider. Nous sommes très fiers. Je dis merci. La Fondation Orange mène ses activités depuis 2009 au Cameroun. La santé, l'éducation, l'accès au numérique, la solidarité sont ses principaux centres d'intérêt. Avec Orange, la vie change. Les sinistrés de Ngouaché et les populations de Bamougoum en sont témoins. Le pays de l'oncle Sam retient son souffle et attend qui donc de Donald Trump ou de Joe Biden recevra les clés de la Maison-Blanche au terme des résultats de l'élection présidentielle d'hier mardi. Le suspense demeure total 24 heures après le scrutin et les analystes appellent à la plus grande prudence. Jean-Pierre Congé. 24 heures après la présidentielle américaine, la vague bleue annoncée par les sondages n'a pas déferlé comme prévu. Donald Trump et Joe Biden sont au coude à coude. Les résultats déjà annoncés tournent pratiquement autour de 50-50 pour les deux candidats. Il y a un certain nombre de mutations profondes qui ont lieu au sein de la société américaine et qui rejaillissent sous forme de votes qui semblent, pour cette élite-là, inexplicables. Le sort des deux candidats repose désormais sur 9 États qui totalisent 101 grands électeurs. Alaska, Arizona, Géorgie, Maine, Michigan, Nevada, Caroline du Nord, Pennsylvanie et Wisconsin. Et du coup, les analystes appellent à beaucoup de prudence. Peut-être nous pourrions avoir une surprise entre toute la sympathie qui a été manifestée pour Joe Biden pourrait ne pas se concrétiser au niveau des grands électeurs. Ce qui a pour conséquence de provoquer une certaine montée de fièvre au pays de l'oncle Sam. Il y a aussi un climat un peu électrique qui a été créé par le président Trump autour de l'acceptation des résultats. Donc tout ce que l'on souhaite, c'est que l'Amérique ne perde pas son rôle moral en tant que leader de la démocratie à travers le monde. Dans tous les cas, l'on n'est pas loin du scénario Al Gore-Bush de 2000. On rappelle simplement l'essentiel de l'information de ce journal. Le Premier ministre chef du gouvernement est ce soir dans le sud-ouest où il va représenter le président de la République, son Excellence Paul Biya, demain jeudi pour les obsèques des 7 enfants assassinés à cette école de la Mémé dans le sud-ouest à Kumba. C'était aujourd'hui le 4 novembre, l'évocation de ce jour de la démission du président Ahidjo où il passe la main au président Paul Biya qui entame ainsi son magistère de 38 ans aujourd'hui. La fin du 20h30, le journal était préparé avec la collaboration de Cyril King-Mbepe et de Augusta Ngononga. Un autre journal, ce sera à minuit, présenté par Gilbert Ongene et Georges Marcel Messila. Retrouvez après ce journal le magazine consacré à Gérard Essomba en ce 4e jour du festival L'écran noir, un personnage haut en couleur à redécouvrir. Très belle soirée sur la CR TV et à demain 20h30. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie.
CRTV News, ici, toute l'info.